L'amiral de Coligny sort du Louvre, où il a siégé au Conseil du Roi. Dans ce Conseil du Roi, vous pouvez avoir des tenants de la ligne catholique très stricte, comme le duc de Guise. Il est toujours accompagné d'une quinzaine de gentilshommes, donc il n'est pas tout seul dans la rue, naturellement, il y a une escorte. C'est une situation extrêmement tendue. En 1582, le pouvoir royal est catholique. Mais suite à la dernière guerre de religion, les protestants gagnaient leur place à la cour, auprès du roi, Charles IX. À tel point que la sœur du roi, Marguerite de Valois, se mariait avec un chef huguenot, Henri de Navarre, plus connu sous le nom d'Henri IV, futur roi de France. Mais alors est-ce que la France aurait pu devenir protestante? À cette époque, la question est loin d'être illégitime. Elle repose alors sur la vie d'un homme, l'amiral de Coligny, dont voici l'histoire. Coligny, c'est la grande figure du parti huguenot, du parti protestant français, pendant les guerres de religion du XVIe siècle. Jusqu'en 1572, dominait à peu près l'idée que si on était suffisamment engagé, suffisamment déterminé, qu'on faisait ce qu'il fallait, on pourrait faire en sorte que la France bascule et devienne protestante. Un des lieux très importants à cette époque, c'est le Conseil du Roi. Et être au Conseil du Roi, c'est quelque chose qui permet d'exercer une certaine influence. Et Coligny est quelqu'un qui fait partie de ce Conseil. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 1570, après la Troisième Guerre de religion, Coligny n'a pas envie d'y retourner. Parce qu'il a peur. Le 22 août 1572, l'amiral de Coligny sort du Louvre, où il a siégé au Conseil du Roi. Le Louvre, à cette époque-là, c'est vraiment une ruche, donc il y a des gens qui rentrent, qui sortent, qui discutent. Il est toujours accompagné d'une quinzaine de gentilshommes, donc il n'est pas tout seul dans la rue, naturellement, il y a une escorte. Extrêmement chaud en ce mois d'août 1572 à Paris. Donc c'est une situation extrêmement tendue. L'amiral est touché à la main et au bras. On a dit dans certains récits du temps qu'il s'était baissé pour refaire un lacet à ses bottes ou quelque chose comme ça. En tous les cas, disons, il n'est pas vraiment dans l'axe du tireur et il échappe à la mort de peu. Craignant une révolte huguenote, le roi prend peur. Le roi, dans la nuit du 23 août, va convoquer un conseil restreint et secret autour de lui, lors duquel il va être décidé qu'il faut mettre un terme définitif à ce problème que représente la noblesse huguenote rebelle, et donc exécuter directement tous les chefs huguenots. Ce qui se passe ensuite a beaucoup été commenté et documenté. Il y a une liste qui est établie, et dans cette liste figure en tête, bien évidemment, l'amiral de Coligny. Et c'est à partir d'éléments vraisemblables qu'Alexandre Dumas composera ce récit. L'hôtel était entouré de Suisses, de soldats et de bourgeois en armes. Au centre de la cour, un homme autour duquel les assassins laissèrent un vide respectueux se tenait debout, des yeux fixés sur un balcon élevé de 15 pieds. La fenêtre sur laquelle le duc de Guise avait tant de fois levé les yeux vola en éclats, et un homme au visage pâle et au cou blanc, tous liés de sang, apparut sur le balcon d'un puissant effort. Il tira un objet à lui, c'était le cadavre d'un vieillard. Il le souleva au-dessus du balcon, le balança et le jeta aux pieds de son maître. On distingue alors une barbe blanche, un visage vénérable et des mains raidies par la mort. « Ah, te voilà donc, Gaspard !» dit le duc de Guise triomphant. « Tu as fait assassiner mon père. Je le venge. » C'est le point de départ de la Saint-Barthélemy. Les chroniques et histoires de la Saint-Barthélemy se sont longtemps concentrées sur cette exécution des chefs de guerre protestants. Pourtant, dans le même élan, au son du tocsin, 3000 réformés sont assassinés par leurs voisins catholiques. Bientôt, les provinces singent la capitale et perpètrent d'effroyables carnages. L'interminable été des Huguenots s'allonge jusqu'en octobre, moissonnant 10 000 vies.
la Saint-Barthélemy met un coup d'arrêt à l'idée qu'on pourrait convertir la France. À partir de 1572, les protestants français vont se considérer comme le petit reste d'Israël, le petit troupeau qui a survécu. Et la logique, ce ne sera plus la conquête, mais la préservation de leur minorité, de leurs acquis. Le protestantisme français, dont on estime qu'il a pu atteindre jusqu'à 10% de la population à un moment donné, va décroître. Elle va poser les bases d'une forme d'internationalisation du protestantisme français. On assiste à un exode en Suisse, en Allemagne. Francfort, par exemple, est une plaque tournante du refuge, mais aussi les Pays-Bas ou l'Angleterre. Alors, est-ce que la France aurait pu devenir protestante? Peut-être que oui. On pourrait même soutenir l'idée que toute l'histoire s'est littéralement jouée à un fil. Car si l'amiral de Coligny avait été tué par le tir d'arquebuse, y aurait-il eu la Saint-Barthélemy? Ce qui est sûr, c'est que de l'espérance, l'ambition et de la foi, le peuple huguenot a dû s'exiler, se cacher ou se convertir. La Saint-Barthélemy restera une tâche indélébile dans l'histoire du protestantisme français qui marquera à tout jamais son identité.